Voici format court. Un enregistrement de courte durée, à l'instar des comic strips Actual Play, du podcast états-unien Decent Realities, de la communauté The Gauntlet. Ici, le jeu pratiqué est The Sprawl, d'Hamish Cameron, du cyberpunk propulsé par l'apocalypse. Bonjour à tous, je suis Kalren et je serai le MC. Bonjour, je suis Antoine et je jouerai le rôle de Viviane de Spinoza. Alors, dis-moi Antoine, est-ce que tu peux nous rappeler où on s'était arrêté avec cette chère Viviane ? Viviane vient de quitter la pièce où elle a eu son entrevue avec le hacker Léo Desolniers. Après l'avoir forcé à avouer qu'il travaillait bel et bien pour Steve, elle lui a tordu le bras pour que ce dernier puisse l'orienter en fait, pour que Viviane puisse trouver des preuves accablantes contre Steve. Et alors qu'elle quittait cette entrevue qui s'était plutôt bien passée pour elle, elle réalise que Léo n'est pas juste une personne d'intérêt comme une autre, et que du fait de ses capacités, il pourrait s'avérer être une vraie menace contre elle. Et alors qu'elle quitte cette pièce, Viviane bluffe en rappelant à Léo que si jamais il lui venait à l'esprit de s'attaquer à elle, elle pourrait, elle, en retour, aller s'attaquer à la seule personne qui semble avoir de l'intérêt pour Léo, le docteur Elena Larabi. Super. On va retrouver Viviane peut-être quelques jours plus tard, difficile à dire. Bon, à l'appartement de Viviane ou t'as plutôt tendance à aller chez Béatrice en fait ? Ça embête clairement Viviane quand Béatrice vient chez elle. Mais je pense que cool. Béatrice a gagné et que... Raison de plus alors. Ouais, raison de plus pour que ça soit dans ce cas chez Viviane, ton appartement. À quoi il ressemble en fait ton appartement ? Et où est-ce qu'il se situe ? Je pense qu'il se situe dans Paris, dans un quartier plutôt populaire. C'est pas un quartier où il y a beaucoup de problèmes sociaux, ce genre de choses, mais c'est pas non plus... on est très loin de la Défense. Non, peut-être un de ces bâtiments qui, lorsqu'il a été construit, semblait moderne et semblait design, mais qui a évidemment très mal vieilli. L'appartement est un 2 pièces. Globalement, il y a ce qu'il faut pour vivre. Il y a son bureau. Alors, ce qu'elle appelle son bureau, c'est en fait là où elle range tout. Et quand je dis ranger tout, c'est en fait elle planque tous les cartons qu'elle n'a pas encore eu le temps de vider depuis son emménagement. On peut même pas ouvrir la porte en entier. C'est-à-dire que faut l'ouvrir et se faufiler dans l'entrebâillement de la porte. Et le reste de la salle est des empilements de cartons, des tas de trucs. Alors évidemment, un œil non averti pourrait croire que c'est du bazar. Au contraire, Viviane sait que c'est peut-être du bazar, mais c'est du bazar organisé. Puisque la preuve, elle, quand elle cherche un truc, elle le trouve. Sauf que, évidemment, il y a quand même pas assez de place, donc il reste malgré tout quelques cartons dans le reste de l'appartement. Et sa chambre a évolué depuis la dernière fois que Patrice est venue. Avant, sa chambre, c'était juste une espèce de table de nuit, qui en fait lui servait de table de rechargement pour tous ses appareils. Il doit y avoir un coffre-fort. Avant, il n'y avait même pas vraiment de lit en fait, il y avait une espèce de juste un matelas qui était posé à même le sol. Mais maintenant que Viviane est un peu obligée malgré elle d'accueillir Béatrice, elle a fait un effort et elle a acheté un lit. Sauf que le lit est tellement pas à sa place. C'est genre une espèce de lit à baldaquin. Elle s'est servie de ce lit en fait pour prouver à Béatrice que si, malgré tout ce qu'elle pense, finalement cette relation n'est pas si futile pour elle. Sauf que clairement elle en a fait trop. Un beau lit avec du vrai bois, avec des fresques sur la tête de lit. Enfin un lit à baldaquin quoi. Ouais, donc une horreur absolue quoi. C'est ça. Surtout que c'est l'horreur de ce lit est mise en valeur par la nudité du reste de l'appartement quoi. Ok, je pense que Béatrice a dû stopper net en voyant cette chose immonde. Elle a dû partir dans un éclat d'un fou rire complet en fait. Peut-être que vous avez fait l'amour hors du lit justement. Genre je pourrais pas, genre je réussirais pas à me concentrer avec cette chose-là. Néanmoins vous avez fini par dormir dedans. Après qu'elle ait dû te vanner encore une ou deux fois. Durant la nuit, ton téléphone je sais pas si tu l'avais mis sur vibreur ou si tu l'as... Ah non, je mets jamais mon téléphone sur elle. Okay. Sauf quand je suis dans une salle d'interrogatoire, sinon... Okay. Donc t'as Béatrice qui dort tranquillement plus ou moins à côté et ton téléphone qui se met à sonner. Peut-être que t'étais même réveillé plus ou moins à ce moment-là ou... je pense que j'ai pas beaucoup dormi. Je pense que j'ai passé la nuit à chercher de trouver des moyens de pouvoir compléter mon enquête en fait. Et je commençais, mine de rien, à avoir peur que Léo ne tienne pas sa parole. Il m'envoie pas ce qu'il m'avait promis, sachant que globalement c'est ma seule piste sérieuse pour l'instant. Ok. Tu vois ton téléphone qui commence à faire de la lumière et je pense que tu réussis pratiquement à décrocher avant même qu'il émette un début de sonnerie en fait.
En fait, je devais être devant ma station matricielle. La pièce était plongée dans le noir, on voyait juste le reflet de l'écran sur mon visage. Je dois porter un tank top et un short, un vieux short de sport. Et je pense qu'effectivement, machinalement, dès que j'ai vu l'écran s'allumer, vraiment de manière très automatique, je prends le téléphone. Allô ? Et au bout du fil, t'as une voix modifiée, probablement une voix artificielle. Pas une voix qui a été déformée par un filtre, mais une voix qui est créée artificiellement. Quand la voix commence à parler, Viviane hausse un peu les yeux au ciel et se saisit de la tasse encore fumante de thé qu'elle s'était faite et elle commence à boire un petit peu. Ok. Ouais, je pense que ça commence par merci de ne pas enregistrer cette conversation et de ne me laisser aucune preuve que cette conversation a eu lieu. J'ai plusieurs informations qui pourraient t'intéresser. Et je pense que je fais allô, genre juste pour voir si est-ce que la personne derrière peut, si c'est sur un seul canal, tu vois, est-ce qu'elle peut répondre ou est-ce que c'est juste je vais recevoir une information. Je pense qu'il n'y a pas de réaction particulière. Enfin, il y a peut-être une légère pause. Ok, il y a une pause dans le discours, mais dès que je dis la pause, je fais ok, donne-moi 2 secondes. On entend le bruit de Viviane qui ouvre son tiroir et en fait on voit que dans le tiroir il y a une espèce d'énorme tas qui est toutes les affaires personnelles en fait que Viviane avait mis dedans avant que Béatrice ne rentre dans la salle. Tout ce qu'elle voulait pas que Béatrice voie, tu vois. Elle commence à fouiller dedans, commence relativement à s'énerver. Elle sort totalement le tiroir, elle le retourne et tout tombe sur le sol. Et on voit que en fait tout au fond du tiroir il y avait un espèce de bloc-notes avec un crayon. Et elle se penche et du bout des doigts récupère son bloc-notes et le crayon, ouvre le bloc-notes et vas-y, je t'écoute. La voix fait oh, un bloc-notes et crayon, c'est tellement traditionnel. Donc 2 informations qui pourraient t'intéresser. La première concerne, disons, la cible. Il n'existe pas véritablement de preuves compromettantes au sujet de cette cible. Ta cible n'a jamais commis d'acte qui irait à l'encontre direct des intérêts d'Angela et qui justifierait un licenciement. Par contre, la vie privée de cette personne pourrait être, ce que j'ai pu découvrir, si un scandale venait à entacher sa réputation, pourrait être un moyen pour l'abattre. Ceci étant, je ne dispose pas de preuves, donc je dispose d'informations qui te permettraient de récupérer ces preuves. Eh ben vas-y monsieur Robot, je t'écoute. Il y a un club à cette adresse dans lequel tu pourrais te rendre d'ici 2 jours en fait. Dans 2 jours au soir, ta cible a prévu de s'y rendre. C'est un club assez VIP et assez privé, disons. Je n'ai aucun doute que tu sauras t'y introduire d'une manière ou d'une autre ou parvenir à t'y infiltrer et à recueillir des enregistrements qui seraient susceptibles de te servir de preuve. C'est un club sans réelle présence sur la toile, ce qui fait qu'il est assez difficile de te fournir un support quelconque. Tu as l'adresse ? Il t'a donné l'adresse, donc tu vois à peu près où c'est. Pas très compliqué. Je n'ai pas la prétention de t'empêcher de faire ce que tu essayes de faire. Cela me gêne un peu que cet homme soit menacé et risque de disparaître d'Angela. Mais après, que le meilleur gagne, d'une certaine manière. Ceci étant, et c'est la deuxième information, tu t'attaques à quelqu'un d'assez décidé à ne pas être dégagé d'Angela aussi facilement. Il semblerait que tu disposes toi-même de personnes qui te sont chères. Je pense qu'on voit une grimace de haine sur le visage de Viviane. Ouais, il dit ça. Et malheureusement, il semblerait que ta sœur, Katharina, si j'ai bien compris, soit un levier intéressant aux yeux de Steve pour négocier avec toi. Où est-ce que vit Katharina, en fait ? Alors, je pense qu'elle vit, en fait, avec les Ribot, donc dans les sols de Paris. Mais je pense que surtout, elle doit avoir un petit boulot, en fait. Elle doit être serveuse dans un coffee shop. Ok. T'es souvent en contact avec elle ? Enfin, genre, vous avez des contacts quotidiens ou Ouais. Ouais, ok. Donc tu sais actuellement qu'elle est en train de bosser, par exemple. Ouais, qu'elle va prendre son service du matin, ouais. Et donc la voix poursuit en disant je sais qu'une équipe projette de se rendre au coffee shop où elle travaille. Ok, quand il dit ça, je romps la communication tout de suite.
J'avais noté tout ce qu'il m'avait dit sur mon papier. Rapidement, en fait, je me lève, je mets le papier devant moi et j'enregistre ce qu'il y a écrit dessus avec mes yeux. On voit mes yeux qui font le focus sur le papier. Et en récupérant les affaires de la veille que j'avais, je commence à me rhabiller. Je prends mon flingue. Lorsque j'arrive près de l'entrée, en fait, à une espèce d'unité de cuisine avec ce qui pourrait ressembler à un micro-ondes, j'ouvre la porte, je fous le papier dedans. Je referme la porte et j'enclenche la cuisson. Et on voit le papier qui commence à partir en cendres, à s'allumer, tu vois. J'ouvre la porte et je vais pour partir. Je me retourne, clairement, en me demandant, ok, bon, il y a Béatrice. Puis je regarde le tas d'affaires personnelles que je voulais pas qu'elle voie au sol. Puis en un dixième de seconde, ma décision est prise. Je ferme la porte derrière moi et je dévale les escaliers 4x4 pour aller au café. Et tout en faisant ça, j'appelle Katharina. Au bout de 3 sonneries qui sont une éternité, Katharina décroche et fait hey, t'es où là? une matinale. Quoi? Tu es où? Je suis au café là, je vais prendre mon service. Le café pas encore ouvert? Pas encore, non. Il y a des gens avec toi? Non. Il y a du monde dans la rue? Écoute, réponds à mes questions. Elle commence à être confuse. Du coup, réponds à mes questions. Est-ce qu'il y a du monde dans la rue? je suis pas dans. Je suis dans l'arrière-boutique pour l'instant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ok, écoute-moi bien, Katharina. Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu veux bien tout seul dans la boutique? Il y a personne d'autre avec toi? Pas ton manager, pas d'autres serveuses? Je suppose que si, il y a le manager. Alors, il y a peut-être. Est-ce que c'est un grand coffee shop ou c'est un. Vu qu'elle est. Attends, je suppose que vu qu'elle elle fait partie de Ribou, j'imagine que c'est un truc un peu genre. Un peu anard, un peu anard, un truc comme ça. Donc je suppose qu'il doit y avoir peut-être un manager et peut-être une autre serveuse, mettons. C'est un petit truc, quoi, finalement. C'est un truc qui ressemble un peu à un coffee shop, comme un Starbucks de nos jours, quoi, finalement. Donc, ouais, non, il y a. Il y a évidemment mon manager et une autre serveuse. Ok, passe-moi ton manager. Mais tu plaisantes, qu'est-ce que tu... Passe-moi ton manager tout de suite. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire au juste? Mais dis-moi ce qui se passe. J'ai pas le temps et chaque seconde compte. Donc, tu vas arrêter de remettre en question ce que je te dis, hein? Je suis pas ta mère, et tu vas me passer ton manager. Je pense que tu vas devoir quand même faire un petit move pour ça. T'essayes de ruiner sa vie sans lui fournir d'explications en plus. Vas-y, lance un petit baratin. 10. Magnifique. J'ai bien éduqué ma petite sœur. C'est ça, ouais, t'es la sœur aînée, c'est ça? Ouais. Ouais, donc forcément. Ouais, t'entends un soupir au bout du fil. Putain, encore une de tes conneries. Comment il s'appelle ce manager du coup? Donne-moi juste un nom. Il s'appelle Christian. Christian, ok. Christian, c'est ma sœur, c'est pour vous. Parce que tu le connais déjà, tu l'as déjà vu. Alors non seulement je le connais, mais j'ai fait des recherches sur lui bien comme il faut, parce qu'il est hors de question que ma petite sœur travaille avec quelqu'un en qui je peux pas avoir confiance et surtout contre lequel je peux pas avoir des arguments. Donc je vais utiliser mon info. Nice, excellent. Il se trouve que ce cher Christian a en fait mène 2 vies parallèles. En fait, il a 2 familles. Ok. Et sinon, son attitude par rapport à toi, c'était plutôt genre... Ah, mais il m'a jamais vu. Il t'a jamais vu? D'accord. Non. Parce que ma sœur m'a interdit de venir sur le travail. Ouais. Et puis c'est pas vraiment mon style non plus, quoi. Les mecs qui ont 20 ans et qui veulent refaire le monde autour d'un café, ça me fait bien marrer, quoi. Elle doit tendre le téléphone. Tu supposes qu'il doit y avoir une interaction et t'entends même un allô. Ok. À partir du moment où il me dit allô, j'ai un débit de parole qui l'empêche d'intervenir en fait. Ici, le lieutenant Vivienne de Spinoza, lieutenant à la direction générale de la paix sociale, matricule, et je lui donne mon ancien matricule, en changeant les dernières lettres. En vertu des articles 42B sur les lois antiterroristes, je vous ordonne de fermer votre coffee shop et de déclencher le plan de confinement. Et tu vois, vraiment tout ça sur genre une lignée. Et avant qu'il puisse réagir, je lui dis, et Christian, si tu veux pas que j'organise une rencontre intéressante entre Félicie et Justine, fais ce que je te dis. Ok. T'as un silence qui se fait au bout du fil. Vas-y, fais-moi un baratini. Par contre, t'as un +1 du coup comme... Ouais. Ça fait un 9. Ah! Clock qui avance. Eh bah, tu devines de quel clock il s'agit? Pas forcément un clock de legwork ou de mission, hein. Non, justement, c'est la clock de pression interne sur Katharina qui avance. Par contre, il fait ce que tu veux.
Je laisse pas finir, j'éteins mon téléphone. Le truc, c'est que j'ai pas de voiture. Oh, tu vas devoir courir, tu veux dire? Ou prendre un taxi ou un truc comme ça? Je vais prendre un taxi automatisé. Et en fait, je vais me placer à l'avant du véhicule. Tu sais, c'est une espèce, les fauteuils, c'est une espèce de... qui font tout le tour, en fait. Il y a même pas de poste de pilotage ou quoi que ce soit. Et en fait, je vais commencer à... Tu vois, je vais sortir un couteau de ma ceinture. Avec les dents, je vais sortir la lame. Et je vais commencer à faire un levier sur une des plaques pour en fait sortir les fils électriques et en fait commencer à court-circuiter le truc pour prendre le contrôle du véhicule, pour pouvoir partir avec... Est-ce que tu peux vraiment réussir à hacker un taxi? En fait, justement, le coup, c'est pas de le hacker, en fait. C'est d'y aller mécaniquement. C'est-à-dire que c'est juste de court-circuiter l'ordinateur pour justement avoir accès directement juste à la mécanique, en fait. Pouvoir le contrôler c'est ça. En manuel. Plus exactement, c'est déclenché, en fait. Je pense que tu vois, quand t'as une mesure d'urgence qui se fait, genre tu dois avoir un volant qui apparaît pour que l'utilisateur puisse contrôler le truc c'est vraiment genre déclencher la mesure d'urgence, en fait, tu vois. De toute façon, fais-moi un petit agir agir sous pression pour voir en gros si t'arrives à temps, si t'arrives avant l'équipe. Et j'ai fait un 10. Donc t'arrives avant l'équipe d'Angela. Donc effectivement le quartier est encore pour l'instant plus ou moins désert. Sur le chemin tu vois clairement aucune trace d'équipe d'Angela. Effectivement le café est barricadé, fermé. Je pense que mon arrivée est annoncée par les bruits de klaxons, en fait. Tu vois, des trucs parce que je suis un vrai danger, quoi. Je prends vraiment beaucoup de risques pour arriver là. Je fais ma voiture dérape, s'arrêter au niveau du café. Je sors en laissant la porte ouverte et en envoyant un message à ma sœur, c'est moi, ouvre. Moi, je pense elle devait être à l'entrée, en fait. Elle jette un coup d'œil à travers la devanture et elle te voit et du coup elle ouvre tout de suite, en fait, dès que t'arrives. Et donc évidemment, elle te fait entrer, elle referme derrière toi. Je suppose que tu t'entres, en fait, c'est-à-dire que vous restez pas sur le seuil. J'entre et j'ai l'arme dégainée. Hein. Ok. Elle verrouille derrière toi. Est-ce que tu vas enfin me dire de quoi il s'agit, putain? T'as fait flipper mon manager, l'autre serveuse et me pose plein de questions. Qu'est-ce qui se passe? Et ils sont où les autres? Je ne réponds pas et je regarde autour de moi pour voir si les autres sont là. Tu vois donc Christian et l'autre serveuse qui sont en train de discuter dans l'encadrement de la porte qui mène dans l'arrière-salle, en fait, derrière le comptoir, en fait. Du coup, ils ont dû s'arrêter, se tourner vers plus ou moins dans votre direction pour voir. Et donc Christian s'approche de toi. Ok, et bah du coup, en fait, je suis resté genre à l'entrée, tu vois. Je regardais ma soeur, je regardais la voiture. Je regarde les gens qui restent et là je me dis ok, je vais pas si les mecs débarquent comme des bourrins, parce que je les connais, les mecs comme ça, c'est pas des tendres, ils risquent de pas faire dans le détail. Et du coup je soupire et allez, on y va tous. On évacue. T'as donc Christian qui s'approche, qui fait mais je refuse de quitter le magasin. Qu'est-ce qui se passe au juste ici? Si vous devez partir avec votre sœur, partez. Et puis d'ailleurs, il agite son doigt dans la direction de Katharina en disant c'est pas la peine de revenir. Notre enseigne a pas envie d'avoir tous ces problèmes en plus de la police. Ok, quand il dit ça, je lui coupe la parole, en fait. J'avance vers lui avec mon flingue bien en vue le long de ma jambe. Je fais écoute-moi, ton enseigne, j'en ai rien à taper. Tu es prêt à mourir pour ton putain de coffee shop? C'est ça? Parce que je vais t'expliquer ce qui va se passer. D'un moment à l'autre, il y a des mecs surarmés qui vont débarquer et qui vont pas te faire dans le détail. Et donc si tu veux rester là et mourir pour ton coffee shop, grand bien de face. Et toi, je me tourne vers l'autre serveuse, je fais et toi, c'est pareil, t'es aussi loyal que ça, que tu préfères mourir pour du café? La serveuse, clairement, non, c'est juste une serveuse. Elle était prête, effectivement. Je pense que tu la vois qui commence à imperceptiblement à avancer vers la sortie. Par contre, ouais, effectivement, Christian, c'est le propriétaire de cette enseigne, quoi. Hein. C'est son propre patron, un truc incroyable dans notre époque. Ça te fait pas un jet pour moi, parce que je peux pas le convaincre. Je pense que si tu veux effectivement le 11. Je lui insinue la peur de Dieu. Ouais, il essaie de se recomposer un petit peu et la seule position de supériorité qu'il peut avoir, donc il se tourne vers l'autre serveuse et tu fais sortons d'ici, on peut fermer pour aujourd'hui, c'est pas grave. Donc tu as Katharina qui déverrouille la porte. Elle a jeté un coup d'œil tout autour. Ah non, je la laisse pas faire. Dès qu'elle ouvre la porte, moi je suis à la porte et c'est moi qui suis à l'entrée de la porte et qui regarde autour
et en les pressant, tu vois, en disant on y va, allez, on se dépêche. Et il te suit, effectivement. Quand même, Katharina, donc c'est elle qui a le plus de chances de s'en sortir. C'est-à-dire que tu sens qu'elle a une légère, une capacité de survie un peu plus importante que les deux autres. Elle se met plus ou moins à couvert s'il y avait éventuellement des tirs embusqués ou des trucs comme ça. Parce que c'est un peu, vous êtes vraiment pas bien positionné. Hein. Si jamais une équipe avait été là, sur place, vous auriez été pris sous un feu ennemi et ça aurait sans doute été un massacre. Vous parvenez jusque dans le taxi, donc, et vous pouvez démarrer à nouveau. Vous les conduisez où, du coup? Avant de les conduire où que ce soit, je fais genre 3 fois des tours de maison. En fait, je fais tout ce qu'on m'a appris à l'académie pour éviter les filatures. Je vérifie sans arrêt mon rétro et je pense qu'il y a une espèce de... J'impose un silence dans la voiture. Ouais, ça discute pas énormément derrière, hein, de toute façon. Donc, une fois qu'on a l'air d'être tiré d'affaire, je me retourne vers Christian et vers l'autre serveuse. Bon, je vous dépose où? Je pense que tu les déposes un peu au coin d'une rue ou d'un métro quelconque. Ils pourront vaquer comme ils veulent. Et du coup, tu te retrouves dans le taxi avec ta sœur et elle a les bras croisés. Elle est enfoncée dans l'espèce de fauteuil et elle te lance un regard que j'ignore totalement pour l'instant. Parce que je sais bien qu'on va devoir avoir une longue discussion, mais pour l'instant c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le taxi et je vais genre l'emmener dans le coin le plus pourri de Paris, une espèce de zone qui limite une décharge en fait, qui doit être un peu plus au nord quoi, tu vois. Genre où même les forces de sécurité ne vont pas, à moins que vraiment ils aient intérêt à y aller quoi. Et je dois m'arrêter sous une ancienne bretelle de périphérique qui a dû être abandonnée. On est à l'ombre de ce truc-là. En chemin, j'ai quand même jeté 2-3 coups d'œil derrière moi pour vérifier qu'il n'y avait personne qui me suivait. J'arrête la voiture, je soupire, clairement en mode c'est bon, le danger est passé. Puis je regarde dans le rétro, je le règle pour voir ma sœur, je vois son regard accusateur. Maintenant, elle est plus soit dans ses pensées, enfin, elle a gardé les bras croisés, elle est juste en train de regarder le sol du taxi en fait. Ou peut-être qu'elle de temps en temps elle a un léger coup d'œil vers l'extérieur, elle regarde défiler le paysage. Clairement, je suis en train de chercher mes mots dans ma tête. Puis je lui dis bon, écoute, on sait tous les deux comment ça va se passer. Tu vas me demander pourquoi est-ce que j'ai fait ça. Je vais te répondre que je ne peux pas te répondre pour ta propre sécurité. Il revient à toi de me croire ou de pas me croire. J'espère que tu sais que je ferai tout pour ma petite sœur et que si j'ai fait ça, c'est que j'avais une très bonne raison. Et que de toute façon, ce boulot n'était pas fait pour toi. Tu vas pas rester toute ta vie à faire des cafés pour les autres. Qu'est-ce que tu essayes de faire au juste là, du coup? En fait, c'est la technique passive-agressive. C'est genre qu'elle m'en veuille pas, quoi. Clairement, c'est ça mon objectif. Et que aussi, si je pouvais glisser dedans qu'elle gâche sa vie avec ses illusions et qu'elle devrait trouver un vrai boulot et se faire vraiment avoir une vraie existence, ce serait encore mieux. En fait, au fond, je lui ai rendu un service d'avoir fait perdre ce boulot parce qu'elle s'enlisait dedans. Alors, il me semble que quand tu disais que tu cherchais tes mots, est-ce que tu avais évalué la situation en fait? Est-ce que tu avais évalué ta sœur? Non, je pense que je la connais trop bien en fait. On se connaît trop bien l'un l'autre, tu vois. Et donc je pense que je cherche même pas à l'évaluer. C'est genre, enfin en tout cas, je me dis que je sais très bien pourquoi elle est vénère. Ouais, tu considères que tu la connais tellement bien que t'as pas ce que tu penses d'elle est forcément la vérité en fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, je la fixais pas, tu vois. Quand je cherchais mes mots, je regardais au loin, je respirais lentement et clairement sur mon visage, on voyait que j'étais en train de réfléchir, quoi. Et que finalement, c'était un peu l'échec. J'ai pas réussi à trouver un argument qui se fasse vraiment mouche et du coup, j'ai l'argument habituel un peu bourrin. Je suis ta grande sœur, fais-moi confiance. Je suppose que tu n'as pas connaissance qu'elle travaille pour le Ribot, n'est-ce pas? Non. Bien sûr. Bah écoute, vas-y, fais-moi un baratiné déjà pour voir si t'arrives à la convaincre que tu t'as pas juste agi comme une connasse. Pas connasse, on dit protectrice. Protectrice, pardon. Évidemment, c'est ça que je vais rater. Ce serait tellement bien. Voilà, yes. C'est excellent. Tu vois, t'aurais fait un évalué, t'aurais eu un +1. Ouais, mais c'était pas dans le jeu, c'était pas ce que je faisais. T'as la seule réponse que t'as en fait, c'est une sorte de silence. Elle te regarde, enfin, de la même manière que tu la regardes pas en fait, elle te regarde pas en fait. Enfin, vous avez vraiment cette communication qui n'en est pas vraiment une. T'as juste l'impression de lancer des mots à un mur. Et puis elle s'en va en fait. Elle ouvre la porte du taxi. Ok, quand elle fait ça, moi je sors tout de suite du taxi, je lui dis attends, où tu vas? On est dans un quartier dangereux, je vais te raccompagner. Et elle te dit c'est bon, je connais des gens. Elle te quitte en fait. Et elle commence à téléphoner à quelqu'un. Ok. Est-ce que je peux voir ses lèvres?
pense qu'elle s'est tournée en fait en commençant à partir. Ok, j'essaie de regarder autour de moi quand même s'il n'y a pas des reflets qui pourraient me permettre de voir si elle a bougé ou ce genre de choses. Waouh, donc c'est... Tu considères pas que c'est un évalué ça? Tu veux faire un évalué? Vas-y. Je regarde autour de moi et voir s'il n'y a pas un moyen que je puisse... Ouais, vas-y. C'est pas l'espionner, hein, c'est la protéger. Hein. 11. Donc t'as 3 questions si je me souviens bien. Qu'est-ce que je remarque en dépit de l'effort fait pour le cacher? Je pense que ce que tu remarques, c'est la conversation qui débute entre ta sœur et quelqu'un. Ça te donne le sentiment que c'était une conversation qu'ils étaient en train de discuter en fait, et que c'est juste une reprise. C'est-à-dire que peut-être que tu n'avais pas remarqué dans le taxi, peut-être qu'elle avait déjà plus ou moins communiqué, et elle doit dire un truc du genre « Ok, je me rendrai à l'endroit habituel ». Donc je pense effectivement tu dois avoir peut-être effectivement une devanture partiellement cassée d'un ancien magasin, et donc t'arrives à discerner des reflets qui te permettent d'arriver à lire en zoomant avec tes yeux cybernétiques. Ok, je vais garder mes évalués pour plus tard, enfin mes retenues pour tes deux retenues, ouais. Pour après. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que pendant qu'elle est en train de discuter au téléphone, moi je vais arracher de manière assez brutale tout ce qui est circuit électrique, ce genre de choses. Et puis je vais en faire un tas et que je vais commencer avec mon talon à écraser en fait. Arracher une espèce de gaine électrique. En fait, je vais m'en servir de siphon. Donc je vais forcer le réservoir, je vais aspirer dessus pour créer un effet de siphon pour siphonner un peu d'essence que je vais mettre à l'intérieur de l'habitacle. Puis je vais commencer à m'allumer une clope. Je vais tirer 2-3 tafs, puis je balance la clope dans la voiture. Merci d'avoir écouté format court The Sprawl. Ne manquez pas le prochain épisode des aventures de Viviane de Spinoza.